Vita, en fait, c'est inspiré d'un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Existe. Et c'est Ce sigle? Oui, oui, tout à fait. Et c'est eux qui l'ont repris, tu veux dire? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ou alors c'est peut-être une commune... Non, c'est pas une... Ils assument de te l'avoir piqué? Je sais pas, on verra ça. Hein. Je vais en parler avec eux. Existe. Un truc qui vient d'un livre qui s'appelle Existe. Truc, ouais. Oui. Ouais. D'accord. Voilà. Bah, qui vient de mon truc, en fait, concrètement, ouais. Et qui a été une association, enfin qui est toujours une association de réveil culturel. Voilà quoi. Et on va l'entourer d'autocollants de l'association Existe, avec le fameux logo vert dont je suis le créateur. Donc du sablier mutant et du X d'Existe, qui vient au départ de mon livre Existe. Bénissons notre maison, paru en 2010. L'association avait démarré en 2012. L'association Existe. Elle entoure maintenant les gilets. On va l'entourer comme ça, faire un cadre au gilet. Une sorte de garde de légionnaire. Garde prétorienne pour le gilet, une garde de protection et un cadre. Stop au génocide des Français. Pour un réveil culturel. Existe. Oser aimer la France. Toujours plus collé pour faire plus signalétique. Toujours plus rapproché pour faire plus signalétique.
symbole avec mon logo existe. X pour existe. X pour existe. X pour existence, pour bénir l'existence. Pour l'existence et contre son extinction. Pour accepter l'existence, non pour être en rébellion. On a essayé d'aménager Vous avez des... pour pouvoir filmer plusieurs angles en fait. Ok. Donc Elle a derrière, il y a artiste en une gilet jaune Voilà, ça, c'était versus marché de l'argent. Voilà, c'est une banderole qu'on a dépliée à Pompidou en fait le 5 décembre. Ah cool. Cool. Tout en demandant, enfin il y a eu une vidéo Ah, tout en demandant un espace de réappropriation d'un mètre sur un minimum pour les artistes, etc. Justement. Voilà donc l'espace gilet jaune, donc un espace pour les Français, pour s'exprimer, pour les artistes français. Et c'est donc une revendication qui pour l'instant n'a pas été évoquée par le référendum d'initiative citoyenne. Voilà le tract qu'on va distribuer. Donc la revendication est très nette, en tant que citoyen, on estime avoir le droit à une réappropriation de notre territoire. Pour samedi. Samedi qui vient, d'accord. Ah, vous l'avez fait? Ouais. Avec les Yellow Summer? Fiscale, écologique, L'amnistie des prisonniers, l'indemnisation des victimes, L'annulation des amendes et des frais bancaires. l'interdiction du LBD 40. On passe une manifestation d'ici. 3000 ans, 3000 ans. Viens dans mon cœur une dernière fois. Moi je suis là, nous sommes là pour reprendre racine. Retour dans notre position d'origine. Pour chaque question, on fait une petite sonnerie. D'accord. Une petite sonnerie de manifestation. Donc, Sophie, tu as été à Nuit debout, tu as été une des inspiratrices de Nuit debout. Oui, en fait, écoute, ça n'a pas été du tout su parce que j'ai pas cherché à le faire savoir. C'est mon idée en fait, Nuit debout. C'est-à-dire que Ruffin avait fait une réunion lors des mobilisations de la loi travail, au moment de la sortie de son film. Il avait fait une réunion qui s'appelait Leur faire peur. Et c'était une réunion qui avait pour but de proposer de faire une soirée après une manifestation sur la place de la République ou ailleurs, mais faire une projection de son film. Merci Patron. Alors, merci Patron, d'accord. Ouais. Ouais. À l'époque, c'était Merci Patron. Et lors de cette réunion, on a fait à la fin de la réunion un tour de parole dans lequel je me suis inscrite et j'ai pris la parole en disant mais pour moi, une projection, c'est absolument pas suffisant. On n'est pas là juste pour faire la promo d'un film, on est là quand même pour essayer de mobiliser les gens. Et surtout, j'ai essayé de de mobiliser les gens sur leurs droits, de mobiliser les gens sur l'urgence qu'il y avait à défendre les conditions de travail et surtout à dénoncer la répression qui déjà commençait à s'abattre à l'époque sur les gens, sauf qu'on en parlait beaucoup moins. Parce qu'à l'époque, les manifs le travail, ça faisait 10 secondes au JT et c'était vraiment laminaire, aucune parole de militant, rien. Donc j'avais proposé de faire une toute autre action que simplement une projection pour obliger les médias à venir s'intéresser au mouvement et surtout pour essayer de redonner la parole aux gens. Pour moi, c'était important d'être dans une mouvance un peu citoyenniste, d'essayer de réveiller le pouvoir citoyen des gens, donner l'envie de s'impliquer, de reprendre la parole, de faire des assemblées populaires, etc. C'est vraiment ce qui me bottait et du coup j'ai pris la parole en proposant de faire une occupation d'une place. Moi j'aurais plutôt préféré que le faire à République, qu'on le fasse dans un endroit plus touristique, parce que c'est important d'être vu, d'être visible d'un autre milieu que celui qui est déjà acquis limite aux causes, où voilà, on les relègue à
toujours dans les mêmes endroits. D'ailleurs, la place de la République a été étudiée pour contenir les manifestations. C'est une place très grande où on peut mettre facile 5000 personnes sans que ça gêne la circulation, sans que ça gêne qui que ce soit. Et finalement, on voit que toutes les manifs maintenant se déroulent là, en silence et dans la plus grande indifférence des masses générales. C'est toi qui as trouvé le Nuit debout? Alors non, pas du tout. Le nom Nuit debout, en fait, si tu veux, quand moi j'ai proposé cette chose lors de cette réunion, ça a été tout de suite applaudi. Les gens vraiment ont dit mais ouais, c'est une super idée, il faut qu'on occupe une place, etc. Et j'ai tenté d'aller discuter après la réunion avec Ruffin. Et il a été vraiment très froid, même plus que froid, très méprisant, il a refusé de me parler. Voilà, donc j'étais assez surprise. Je dois dire que je ne m'attendais pas du tout en fait de sa part, je ne le connaissais pas auparavant. Quand il y a eu la réflexion autour du nom de l'opération, moi je n'ai pas participé. J'avoue que Nuit Rouge au départ avait été proposée, j'y étais complètement opposée et heureusement plusieurs personnes s'y sont opposées, sinon je serais intervenue. Et après Nuit debout, bon, je parce que Nuit Rouge, ça aurait été complètement orienté vers le communisme. Vers l'extrême gauche, le communisme. Voilà. Et déjà que, en réalité, les gens qui ont lancé Nuit debout sont l'extrême gauche, sont déjà assez à l'extrême gauche. Ça aurait clairement, oui, ça aurait pas fait venir autant de monde que. Donc Nuit debout a été trouvé. Bon, moi je trouve. Mais le principe de faire des manifestations de nuit, c'est de toi en fait. Le principe d'occuper une place, d'y rester nuit et jour, oui, voilà. Jour et nuit, et d'appeler les gens à venir prendre la parole et faire des assemblées, c'est moi qui l'ai proposé. Oui. C'est ce qui a été lancé tout de suite, de faire des assemblées populaires. Et moi j'étais présente toutes les premières nuits d'occupation, j'ai animé les premières AG, mais j'ai été vraiment très vexée et puis surtout dégoûtée de voir que Ruffin s'est accaparé en fait la paternité de cet événement. Tout le monde l'a encensé et surtout en fait une partie des personnes qui suivent Ruffin se sont acharnées pour faire de la diffamation à mon encontre. Tu as peut-être aussi une volonté plus populaire. Ouais, j'ai une volonté populaire, moins sectaire, et surtout l'esprit des Gilets jaunes, je le prenais déjà à l'époque, c'est-à-dire de sortir des carcans militants des syndicats et des partis. Je considère qu'il faut renouveler la culture de lutte en fait, que c'est des carcans qui sont vraiment un rebutoire pour beaucoup de gens. Parce qu'on retrouve un petit peu toujours les mêmes blocages, ouais. Même si c'est porté par différentes personnes, des fois par les mêmes. Puisque Ruffin fait partie aussi des Gilets jaunes. Mais on trouve toujours un peu les mêmes blocages. Et un peu peut-être des militants qui s'accrochent à leur parti, des partis qui s'accrochent à leur business finalement. À leur business surtout. Je me dis avec des personnes comme ça, on n'arrivera jamais à faire une vraie révolution humaniste qui prône l'égalité. Donc par rapport à justement ces valeurs humanistes, est-ce que tu as des points de référence qui t'ont ancré ou qui te restent en mémoire par rapport à d'autres luttes, peut-être pas forcément simplement en France, peut-être la Commune, peut-être l'Amérique du Sud, ou dans d'autres partis comme le Parti populaire, je sais pas. Le Front populaire, effectivement, ça m'a marqué. Il y a eu énormément de luttes auxquelles je me suis intéressée. L'histoire de Louise Michel aussi, pendant les communes. Les gredins de capitulats ont mitraillé les communins. Mais devant messieurs les Parisiens tremblants comme des petits chiens, ils ont vendu leur peau, leur pays, leur drapeau. Tous les tiers, tous les MacMahon pour se laver de leur affront ont voulu prendre un bain de sang, ils l'ont pris en nous égorgeant. Dansons la communarde et tenons bon nom de nom. Et nous savons qu'alors 35 000 en sont morts. Leurs soldats à présent ont une odeur de sang. Que voulions-nous la liberté, le bien de l'humanité? Pour nous venger des chevrons, il nous faut faire des enfants, en faire des gaillards. J'ai lu pas mal de choses et étudié des théoriciens comme Gene Sharp. Voilà, on parlait
Gene Sharp? Moi je ne connais pas. Alors Gene Sharp, c'est un philosophe qui a théorisé la fonction non violente, l'intérêt de la non-violence pour dégommer aujourd'hui, à l'heure actuelle, les dictatures, y compris celles qui sont sous des masques, sous les masques très marketés, avec voilà, aujourd'hui la société de consommation c'est clairement devenu une dictature qui a servi nos esprits en enrobant les choses, en manipulant énormément voilà, nos cerveaux, nos opinions. Et Gene Sharp a théorisé l'utilisation des mêmes armes mais à des fins révolutionnaires. Donc utiliser la non-violence, c'est aussi permettre par exemple de faire tomber les gros piliers qui soutiennent les dictatures, les gouvernements dictatoriaux. Ces grands piliers, ce sont les médias, la police, l'institution judiciaire. Voilà, se servir de la non-violence et de la créativité pour gagner l'opinion publique, faire masse et pouvoir retourner en fait la situation et se servir également du droit quand ils sont dans une capacité d'espionner aussi tout ce qu'on fait. Il vaut mieux rester dans la légalité et utiliser la médiatisation comme une protection, c'est-à-dire que faire tout au grand jour pour que les gens sachent ce qu'on fait, et comme ça, ça fait une protection en fait de l'opinion publique. Et donc, si toute l'opinion publique est acquise à une cause, forcément, d'un moment, le pouvoir, l'opinion publique, c'est un des autres piliers justement. Les gouvernements vont lâcher, ils ne pourront pas tenir face à si la police rejoint, si l'institution juridique judiciaire est utilisée à des fins justement de défendre les libertés et les droits. Au bout d'un moment, le pouvoir vacille. Ça remonte encore plus loin. Ça remonte au bouddhisme, ça remonte à. Ouais, il y a un côté Jésus. Ouais, il y a un côté Jésus-Christ à se dire bon même si on m'attaque, je me mets en victime, je lève les mains et je me laisse attaquer pour démontrer que c'est l'autre qui est. Voilà, par contre, la différence donc avec Jésus, c'est qu'il appelle le Père. Et là, par contre, les gilets jaunes, ça tourne en rond, mais ça n'appelle pas le Père. Ça appelle à toujours plus de matière. Donc c'est le frigo. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que justement pour empêcher que ça continue de tourner en rond, de former comme ça un égrégore de matière qui tourne sur lui-même? En fait, c'est un circuit vraiment, on va dire, bouche anus, fermé sur soi, quoi. Sans qu'il y ait de. C'est pas uniquement. Je pense que c'est un peu réducteur quand même de laisser sur un cercle fermé de matière. Je pense qu'effectivement ça va quand même au-delà. Les gilets jaunes, il y a une vraie prise de conscience d'un pouvoir populaire et individuel. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup, Cynthia Fleury, qui avait parlé justement du problème du manque d'individuation dans notre société. C'est-à-dire qu'on vit dans une société hyper individualiste, mais paradoxalement, on empêche les libertés individuelles. Il y a de moins en moins de liberté. Et dans une entreprise, quand tu travailles, il faut suivre la doxa de l'entreprise et la philosophie, la culture de l'entreprise. Ça, c'est vraiment la culture de l'entreprise. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, les individus sont complètement désappropriés de leur propre esprit critique et de leur individuation. Et de leur propre culture, justement, individuelle. Et c'est ce qu'elle nomme la fin du courage. Cynthia Fleury a fait un bouquin sur la fin du courage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que les individus, on les empêche d'être courageux. On montre du doigt les gens qui individuellement ont du courage et prennent des risques. Et monter sur le plateau de l'émission où je travaillais pour dénoncer les conditions de travail des intermittents. À l'époque, je bossais pour la chaîne D8 à l'époque. Là, je m'étais retrouvée à devoir travailler là-bas, pas du tout par gaieté de cœur ni par conviction, mais parce que mère célibataire avec un enfant à élever et précaire et voilà. Je devais enchaîner les cachets, faire du cachet pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc je me suis retrouvée à devoir travailler sur cette chaîne du groupe Canal+. Et l'émission me déplaisait complètement. Donc j'ai pris cette liberté-là, j'ai eu le courage de le faire. Et ça m'a été reproché
par tout un milieu militant d'extrême gauche qui a vu en moi une nana cinglée, qui fait ça pour se faire mousser, qui fait ça juste pour sa gueule, etc., etc. Donc la fin du courage est aussi organisée, orchestrée au sein même des luttes. Donc c'est quand même dingue, au lieu de se soutenir les uns les autres et de se dire bah voilà, un tel il a eu du courage, il a fait une action, etc., c'est vachement bien, soutenons-le. Et que ce puisse être inspirant pour d'autres. Voilà, et que ce puisse être inspirant. Ensuite il y a les partis politiques qu'on cherche à me récupérer. Alors bon, ils y sont tous passés, hein. Mélenchon, les communistes, plus gentiment les communistes. Les Verts, ils ont tenté assez gentiment, mais je dois dire quand même que le PG et les mélenchonistes m'ont fait mais pavé parce que je n'ai pas accepté de rentrer dans leur rang et d'être une dévouée soldate. Donc, autre question, la robe que tu portes, tu peux te redresser d'ailleurs. Et voilà, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler déjà de la créatrice qui l'a faite? C'est une créatrice? Alors ça, franchement, c'est un épisode vraiment qui m'a donné beaucoup de force pour tenir dans ce mouvement. C'est grâce à donc Stéphanie Couder, qui est une couturière artisan, elle est artisane plutôt, et elle tient une maison de couture rue des Envierges dans le 20e. Elle m'a contactée via Facebook, elle m'a envoyé un petit message avec la photo de cette robe qui était dans la vitrine de sa boutique. J'ai trouvé que c'était déjà extraordinaire qu'une artisane, qu'une couturière fasse ce genre de création pour le mouvement, en soutien au mouvement. Et elle m'a expliqué qu'elle avait des robes, des créations qui allaient à l'Élysée, dans les grands dîners, qu'elle faisait pour toutes les bourses, qu'elle fréquentait tous les milieux, ça allait de la femme d'ambassadeur ou des personnes de la haute, on va dire, jusqu'à des nanas du quartier. Et elle fait vraiment des très belles pièces. C'est une robe, elle est d'ailleurs assez grande, et je suis obligée de retrousser les manches. Et elle l'avait vraiment faite comme ça. Elle m'a expliqué qu'elle avait utilisé 6 gilets jaunes. Et il y a des poches. Normalement, il y a une ceinture, mais en fait, le passant s'est déchiré de l'autre côté. Elle défend les artisans. Elle m'a beaucoup parlé de la main comme outil, que la main de l'humain devient de plus en plus, Donc ça, c'est une valeur, ça. C'est une valeur, oui, mais qui est de plus en plus malheureusement écrasée, maltraitée par l'industrialisation, y compris dans la mode, quand on voit toutes les grandes enseignes. Il y a de moins en moins de petits créateurs qui proposent autre chose que les grandes lignes qu'on connaît, toutes les grosses marques industrielles. C'est de plus en plus difficile en fait de pouvoir s'habiller différemment. Ce qui la touche aussi dans ce mouvement, c'est qu'il y a des artisans, des commerçants, que tous les métiers de petites mains essayent de défendre leur beefsteak, leurs droits. Et leur métier. Et leur métier, ouais. Ceci dit, il y a une chose, c'est que donc c'est la société des droits, disons. Oui. Et après, tu sais que chaque droit s'oppose en communauté, etc. Et par exemple, les antispécistes vont trouver face à eux leurs ennemis, etc. Et peut-être qu'ils peuvent être à côté, les chasseurs, ils peuvent être à côté, encore que je ne sais pas, mais dans la manifestation. Donc ça, c'est un peu un problème, toutes ces valeurs opposées, ça fait une société qui part un peu chacun dans son coin. C'est le défaut de la société des droits. Oui, c'est vrai que les droits des uns s'arrêtent où commencent celles des autres, un peu comme les libertés. C'est vrai que les antispécistes, ils vont être clairement anti-chasse, anti-pêche, anti-élevage. Après, peut-être que justement, grâce aux antispécistes, on va faire prendre conscience aux chasseurs, aux pêcheurs qui peuvent peut-être pêcher, chasser différemment pour moins asservir la nature, les animaux. Et de façon moins industrielle. Moins industrielle, voilà. Je pense qu'il y a des consensus qui peuvent se créer en écoutant un peu tous les bords. C'est l'endroit où Sarkozy, je crois, avait fêté sa réussite de campagne la première année. C'est un lieu de luxe et de prestige. Ils ont commencé à détruire la vitrine. Et ensuite, c'est les grenades qui ont été lancées sur le vent pour que ça brûle en fait. Ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre, qu'ils n'ont plus besoin de dissimuler, qu'ils veulent nous empêcher de passer. Ils pensent qu'ils peuvent nous menacer. On n'aura pas le courage de les renverser.
Alors, est-ce qu'il y a eu une manipulation des Black Blocs par le pouvoir pour qu'ils attaquent le Phuket, pour que ça fasse un événement marquant qui fasse que tout le monde soit révolté par rapport à la casse que provoquent les Gilets jaunes. Déjà, chaque semaine, de toute façon, il y avait un événement marquant. Il y a eu le Triomphe quelconque, il y a eu l'Arc de Triomphe au début, il y a eu à chaque fois un événement marquant. Il y a une logique médiatique là, qui est... Bien sûr, c'est comme une énorme pièce de théâtre avec plein d'actes et des événements marquants à chaque fois. Et nous, on avait fait une performance devant le Phuket au mois de janvier. On a retrouvé la photo récemment, on s'est dit tiens, ça interpelle. Il n'avait pas encore brûlé en fait. Et du coup, ça devient un lieu symbolique un peu de la folie. C'est le lieu symbolique de la colère populaire qui est instrumentalisée par le pouvoir. On en vient à la sphère médiatique, aux piliers. On en vient aux piliers qui soutiennent ce régime. Les médias en font partie et ils instrumentalisent évidemment l'émotion des gens. Ils instrumentalisent le sensationnel, puisqu'évidemment on s'en fout foncièrement que le Phuket s'est cramé, que personne n'a été blessé. C'est un symbole du capitalisme qui a ravi un paquet de monde dans son incendie. C'est pas du tout un monument historique. C'est une brasserie emblématique. Comme la Sims, comme la Tour d'Argent. C'est un symbole de la richesse opulente et sans complexe, et c'est le symbole de l'extrême inégalité qui règne dans notre pays. Comme si le Phuket c'était un temple du bien. Et voilà, comme si c'était... et on leur explique que c'est très très grave que le Phuket s'est brûlé. Oui. J'aurais envie quelque part des fois de me dire non mais il faut y aller là, allez, on les défonce quoi. Et en réalité c'est un piège que nous tend le gouvernement, et c'est un piège dans lequel les Gilets jaunes sont tombés pour cet acte 18. Ils cherchent à provoquer notre violence. Un refroidissement. Voilà. Ils cherchent à provoquer notre violence, ils cherchent à nous provoquer pour justement pouvoir nous réprimer derrière. Et c'est pour ça que moi ce que je dénonce dans la tendance, la mouvance Black Bloc, c'est qu'ils instrumentalisent les mouvements sociaux, ils imposent leur mode violent. Ils ont vu 30 mecs déboulés tout en noir, cagoulés, avec des grandes barres de fer, etc., débarquer sur les champs. Ils se sont reculés, ils les ont regardés, ils les ont laissés passer. Ils ne voyaient pas faire autre chose, parce qu'ils n'allaient pas leur dire non mais les gars, ils avaient peur de s'en manger une aussi. Et même si c'est des méthodes qui sont majoritairement réprouvées par les Gilets jaunes, ils se disaient au bout d'un moment, après tout, puisqu'on en est à ce niveau-là de mépris par le gouvernement, peut-être qu'il faut en passer par là. Oui, effectivement. Non, parce que c'était marrant. C'est ta question. C'est ta question en fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas venir plutôt que faire un spectacle ultra violent et qui nourrisse des voix qui brûlent, et qui nourrissent la bête médiatique constituée par BFM, XTI, etc. et France Télévisions d'ailleurs, et France Info en première ligne. Ils sont ravis, tous ces journalistes, qu'on leur donne du spectacle et qu'on leur offre tout un tas de faits divers à relater plus ou moins avec fiévreusement, parce qu'il faut voir quand même comment ils étaient tous complètement fascinés par ce cramage du Phuket, quoi. Je veux dire, c'est quand même un non-événement, il y a quand même des vies qui brûlent. Non, c'était fascinant au niveau symbolique. Mais le kiosque qui brûle, c'est pas grave en soi, je veux dire, c'est de la casse matérielle. Oui, c'est sûr que c'est le symbole de l'oligarchie qui crame, mais c'est ce qu'on voulait. L'oligarchie républicaine. C'est clair que nous, on est pour l'égalité, pour le partage, pour justement plus d'humains. Donc, proposons des actions dans ce sens-là. Moi, j'aimerais bien voir un char géant avec des lettres gigantesques recouvertes de fleurs. Le problème de la cohérence. Parlons de cohérence dans le mouvement, c'est très important. Tout à l'heure, tu as parlé des 4 piliers ou... Alors, il y en a 5, j'ai oublié. 5 piliers, tu vois, c'est intéressant de déterminer des piliers
puis les piliers qu'on a nous, d'autre part, donc c'était le localisme, l'artisanat, la fraternité, etc. Enfin, tu vois, il y a peut-être des piliers à confronter, afin de mieux s'organiser, d'avoir une direction commune, etc. Le problème de l'organisation, très important. Le problème de l'organisation, c'est que les Gilets jaunes au départ ont repris cette mouvance qui avait tenu à Nuit debout et qui était quand même une forme d'erreur selon moi. Pas de chef, alors ça, pas de chef, c'est bien. Pas de chef, c'est bien. Non, c'est pas bien, parce qu'on va nulle part aussi. Non, il peut y avoir plusieurs chefs, mais c'est pas la question d'un. Il faut pas qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait des leaders. Les leaders, mais qui puissent être légitimes déjà. Leader, ça veut dire chef en anglais. Non, guide. Guide. Bon, guide, c'est encore plus fort. Chief. Certains vont dire, mais on n'est pas de gourou. Un chef, c'est une notion autoritaire. Un chef, c'est celui qui décide seul, qui décide et qui a la réalité. Un guide, c'est celui qui sait entendre la parole de chacun, analyser les situations et alors du coup on dit un bon chef, tu sais, parce que le chef c'est pas forcément mauvais chef, il y a mauvais chef et bon chef. Donc le bon chef sera un guide, tu vois. C'est des questions sémantiques. Hein. C'est des questions sémantiques mais qui sont hyper importantes. C'est important, eh bien on peut être tout à fait un bon chef. Tu vois, chef c'est cap, c'est la tête. La tête. Capitaine, on reste dans une verticalité du pouvoir. Nous les femmes, on est beaucoup plus, je pense, dans une écoute, Oui, voilà, mais c'est complémentaire, c'est une question de caractère. Oui, c'est complémentaire, certes, mais la parole, enfin, on va dire que une mouvance plus féminine, peut-être, de la façon de faire de la cohésion et de la façon de guider un groupe. Peut-être que peut-être que les femmes dans leur ensemble auraient aussi leur mot à dire pour instaurer de nouvelles formes de collectivité et de décisions collectives à prendre. C'est-à-dire que moi je suis plutôt d'une mouvance anarchiste. Sans cesse déjà dans la famille, donc c'est déjà quelque chose qui existe en fait, hein, c'est quelque chose de naturel. Avec peut-être moins de concentration de pouvoir, moins de pouvoir monarchique tel qu'à Macron aujourd'hui, qui est quand même un hyper ultra président qui concentre beaucoup de pouvoir. Les pouvoirs de la 5e République donnent au chef de l'État énormément de pouvoir. Alors du coup il n'est pas monarchique, il est totalitaire. Oui, il est totalitaire, mais on le compare aussi très souvent à juste titre. Un roi, mais non, mais justement, voilà, mais alors non, là c'est encore une fois parce qu'il y a des. Oui, voilà, mais non, parce qu'il n'y a pas de petit roi, enfin, c'est pas roi en général, c'est-à-dire qu'il y a des bons rois justement. Le roi Saint-Louis, le roi de la justice, était un bon roi, et des mauvais rois. Oui, parce qu'à l'époque il y avait la culture catholique chrétienne qui quand même était un garde-fou, c'est-à-dire que le peuple adoubait aussi un roi quand il respectait les valeurs chrétiennes. C'est pas quand il respectait, c'est que le roi était garant, il était lieutenant de Dieu, voilà. Voilà, il était garant, il était lieutenant de Dieu. Il tenait l'ordre de Dieu sur terre, il en était le représentant. Donc il était adoubé, il avait d'ailleurs les papes devaient adouber les rois. Donc on voit bien qu'il y avait un lien quand même avec des valeurs, ancestrales, chrétiennes, de fraternité, de bon, de faire le bien. C'est ça, le bien. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça, mais néanmoins, ils gardent toute la notion de privilège. Oui, donc c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est dingue. Ils sont dans tous les excès, les travers des rois, sans le garde-fou de Dieu, qui était là avec des valeurs pour contrer un peu l'excès de pouvoir, de privilège. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu de garde-fous et surtout, on vit dans un monde de masques, on vit dans un monde de mauvais cinéma, quoi. On est même dans des séries B parfois quand on voit à quel point on nous colle des stéréotypes sur les choses, sur les gens pour nous empêcher. Quelle série B par exemple? Je sais pas, des vieilles séries Santa Barbara. Oui, c'est genre des trucs Dallas, on est dans des sous-séries comme ça où on nous casse des rebondissements de l'affaire des rebondissements sur
des choses mais complètement insensées et qui sont pourtant là et qu'on voit en boucle dans les médias. Événements chaque semaine, et chaque des épisode. événements, voilà, chaque épisode et la réalité du quotidien des gens, ce que vivent les gens au quotidien dans leur vie, leurs difficultés pour vivre. Maintenant, le divertissement de masse industriel a pris une place gigantesque et tout ça n'est pas régulé dans la Constitution, n'est pas régulé pour ne pas justement empiéter sur les droits et sur l'humain. Et c'est là où le bas blesse en fait. C'est eux qui reprennent leur pouvoir citoyen, qui reprennent leur liberté de parole et d'expression pour dire « Oh, j'existe, je suis là, merde, j'arrive pas à vivre, occupez-vous de nous, préoccupez-vous de nous ». C'est pour ça que c'est génial cette couleur jaune, et c'est la couleur du soleil, et c'est une couleur, en plus, toutes les bestioles viennent sur nous, les moucherons, je sais pas si vous avez remarqué, les papillons, les abeilles, les bourdons, dès qu'on est dans un parc avec la veste, il y a toutes les bestioles. Bah oui, c'est la même couleur que le cœur des fleurs. Bon, le seul truc, c'est que c'est une matière synthétique un peu pourrie, c'est souvent fait en Chine, mais bon... Les médias ouvrent leurs audiences à justement des choses créatives. Il me semble pas. Hein, eh ben, peut-être passer, mais en fait, le fonctionnement des médias, il est quand même... Il faut qu'il y ait un choc, quoi. Ouais, mais en fait, il faut leur mâcher un peu le travail. La ligne éditoriale, elle est tenue par les red chefs, par les chefs. Et malheureusement, il y a beaucoup de phénomènes d'autocensure et un formatage de certains journalistes en haut lieu, voilà, qui sont aussi, voilà, pour le coup, certains des idéologues, voilà, ils sont formatés, autocensure, formatage, et pour certains, ils sont clairement, ils ont des opinions politiques proches de celles de Macron, où ils sont dans une bulle aussi, dans une sphère, un entre-soi, voilà, parce qu'on sait que les milieux journalistiques, bah, malheureusement, ils reproduisent aussi les fils d'eux, les élites journalistiques qui sont reproduites. C'est que tous ceux qui disent les médias c'est de la merde, faut leur parler, on les boycotte, c'est une erreur qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller au-delà en fait. Il faut avoir conscience que si nous, on veut toucher tous les Français, essayer d'avoir justement l'opinion publique avec nous, essayer de sensibiliser tout le monde à notre cause pour être soutenu et pour que les gens nous rejoignent, il faut parler à la masse populaire la plus grande. Ce que je veux, c'est faire évoluer ce monde, faire changer le monde, parce que personnellement, je peux plus vivre dans le monde tel qu'il est. Je ne peux plus. Je me sens trop mal. Et je pense à nos enfants, à mes enfants et à nos enfants, à tous. Avec cette stratégie, quelles sont tes impressions sur le futur du mouvement ? On voit qu'il y a une multitude de chaînes qui sont créées. Ça, c'est un des réseaux, mais il y a également quand même les gros groupes et les grosses pages de Gilets jaunes. Et c'est eux surtout qui font de la censure en fait. Et qui refusent de diffuser tous les groupes Gilets jaunes, y compris le mien. Le groupe Gilets jaunes signataire qui co-déclare les manifs. Et on est relié à la page qu'on a créée, qui est reliée à ce groupe. La page, c'est Gilets jaunes déclare ta manif. Oui, c'est un travail en soi. Je fais un travail d'attaché de presse. J'ai un fichier de contacts médias. Et effectivement, c'est un boulot à temps plein. Tu as été sur un rond-point précis Ces ronds-points, parfois, ont vu des choses, des cabanes, des choses hyper belles, créatives se mettre en place. Au nom des Gilets jaunes. Avec cabane des fois déconstruite, reconstruite, etc. Un acharnement, comme ça, une volonté d'enracinement, oui, une volonté d'enracinement. C'est ça qui est formidable. Moi, j'aurais adoré prendre le rond-point qui est pas loin de chez moi, le rond-point de l'insurrection en plus. J'aurais adoré le prendre, trimballer autant que possible avec ma cape dans Paris.
C'est des amorces de village en fait. Hein, ouais, c'est des amorces de village. Ça me fait penser moi aux Gaulois d'Astérix qui tiennent. Les villages autochtones. Les villages autochtones avec une reprise, un échange humain. Je pense qu'il faut des gens qui soient pas effarouchés, qui aient l'habitude de répondre aux pièges tendus, qui aient aussi un minimum de connaissance du milieu politique, de ce qui s'est passé, des enjeux. Ouais, il faut avoir du répondant et puis... savoir articuler des choses. Il faut savoir articuler, il faut savoir s'exprimer. Les lobbies ont pris une puissance phénoménale aussi. On assiste vraiment à une capture de la démocratie par les lobbies, par le système médiatique, par l'endoctrinement des foules, des masses, par la désinformation, par en plus le manque d'esprit critique développé au sein de l'école, de l'éducation. Le système éducatif est défaillant, clairement défaillant. Pourquoi ? Tout n'est pas dans le système éducatif. Tout n'est pas dans le système éducatif. C'est plus important ce qu'un parent transmet que... Bien sûr, mais il y a plein de parents quand même qui ont plus le temps. Ils passent un temps fou à l'école. La culture de masse est très forte. Moi qui suis mère d'une ado... La culture de masse est différente. Moi qui suis mère d'une ado, je t'assure que c'est dur de lutter contre la culture industrielle de masse. Ça oui. Même dans les gilets jaunes, hein, on veut aussi faire le plus grande, tu sais quoi, pyramide. C'est pour ça que nous on fait des petites manifs là depuis quelques temps à 50 personnes, puisqu'on est avec le groupe des gilets jaunes signataires. Nous on a eu cette idée là. Bon bah Drouet et compagnie veulent pas déclarer, mais qu'ils fassent des manifs non déclarés. Mais nous on a envie d'être gilets jaunes aussi, on est gilets jaunes et on veut des manifs déclarés. Donc laissez-nous vivre. Les gens sont de plus en plus agressifs, sous pression, partout. Et alors ça, c'est aussi en partie de la guerre des droits les uns contre les autres, hein, également. Donc ça met vraiment les communautés les unes contre les autres. Et puis les gens sont speed, tout le monde est speed, il faut que tout soit vite fait maintenant. Il faut que tu commandes un truc, le lendemain tu dois l'avoir. Contre la pression, hein, de toute façon le gouvernement avec ça, il faut contre la pression. Après, justement, c'est à se demander quels sont les interstices où justement ils ne contrôlent pas. Et donc c'est peut-être au fin fond de la forêt, je sais pas, tu vas demander logique un peu de survivalisme. Mais moi j'ai pensé un paquet de fois à me barrer dans un autre pays, au fin fond de l'Auvergne, dans une yourte, etc. Mais je me dis non, qui va affronter la réalité du monde ? Il faut que les gens aient courage. Moi, ça m'énerve un peu tous ceux qui sont là à dire « Oh, la France, c'est devenu invivable. Je me barre en Australie, je me barre là, je me barre là. » Bah, allez-y, ok, tout le monde abandonne le bateau, quoi. Tout le monde quitte le navire. Mais non, putain, il faut au contraire qu'on se serre les coudes, qu'on mette tous les bouchées doubles, qu'on attrape tous les rames, et puis qu'on rame ensemble, là, dans le bon sens. Ça puisse venir d'en bas, il faut que la puissance de chacun à la base puisse être reconnue et valorisée et portée par les autres, quoi. Quand quelqu'un fait une initiative, comme vous, votre initiative de NAO, il faudrait que tout le monde puisse le relayer, pas tout le temps, mais au moins une fois de temps en temps, quand vous sortez une vidéo, quand vous sortez un truc, que ce soit relayé par tout le monde. Une balle siffle, qui de nous sera frappé? La voilà qui tombe à terre, elle est là, dans la poussière. Mon cœur est déchiré. L'association, c'est blessé pour l'exemple. Mutilé pour l'exemple. Mutilé pour l'exemple. Et moi, quand j'ai c'est sacrificiel, quoi. C'est un martyr de. J'ai vu ça, je me suis dit, mais. Attends, alors donc la copine elle s'était pris un BD mais à 300 mètres, donc ça n'a pas laissé le terme sacrifice est intervenu. Et par contre il y avait Vanessa qui avait une phrase comme ça, bon bah là puis elle pleurait dans la vidéo, tout ça. Et puis en plus elle s'était pris une réflexion d'un gars du comité Adama qui disait oui on en a marre des Français blancs qui pleurnichent comme ça en disant que... C'est l'éternelle guerre du martyr, je suis plus martyr que toi, donc t'as pas le droit de te plaindre parce que moi, tu comprends... Ouais, non, mais... La concurrence des martyrs et des victimes, c'est horrible. On s'aperçoit qu'il y a une concurrence entre blessés. Ouais, c'est fou, ça devrait même pas... Parce que... Enfin, pas entre blessés, mais entre les personnes
manipule les mouvements de défense des blessés parce que il y a un message politique derrière, c'est-à-dire que ils disent que si les Français ont été mutilés, les Français blancs ont été mutilés, c'est pour que les politiciens prennent conscience que dans les banlieues, il y a eu des beurs, des blacks, des arabes qui ont été blessés justement, et qu'il fallait qu'ils sentent dans leur chair. Pour l'exemple, c'est un des leaders du comité Adama qui a ce discours-là, mais quand je le vois qu'il est relayé sur plein de médias, parce que lui, ça peut commencer déjà. Et au départ, moi j'avais aucun a priori, mais quand j'ai vu tout ce truc-là, je me suis dit, quand même, son message, il est violent, quoi, parce que dire, oui, il faut que les Blancs s'en prennent la gueule, puis nous, on va militer pour le droit des gens dans les banlieues, on va ressortir notre bannière, ça m'énerve beaucoup. Stigmatisation contre alors que c'est pas le motif de départ du mouvement. Bah oui, on devrait tous être là ensemble, et c'est humble, moi, en fait. Moi c'est ce que j'ai pas aimé non plus dans la prise de parole d'Assa Traoré quand elle est venue à cette réunion, clairement menée par les comités style comité invisible, l'extrême gauche, anticapitaliste, etc. Ils avaient fait une soirée pour les blessés. Et pareil, elle est arrivée en disant, non mais moi, Assa Traoré, moi je suis gilet jaune depuis des années, je suis gilet jaune bien avant vous, je suis gilet jaune parce que moi, la violence policière, je l'ai subie, mon frère l'a subie, etc. etc. Et là, c'est un esprit, effectivement, suprématiste, en fait. Ouais, et en fait, c'est un esprit de racisme inversé. Oui, tout à fait, comme si de dire que les Blancs étaient tous coupables parce qu'on n'a pas soutenu avant. Et alors moi, déjà, j'ai fait partie de ceux qui ont soutenu à fond Adama. J'ai été de celle qui a culpabilisé, effectivement. J'ai toujours dénoncé toutes les violences policières. J'ai toujours été là en soutien, diffuser, relayer les trucs. J'en ai toujours parlé autour de moi. Enfin, et c'est pour ça que de voir que ces collectifs-là aussi font partie de ceux qui stigmatisent les Blancs comme nous. Parce qu'on est blanc, limite, comme si le fait d'être blanc, c'était ça qui faisait qu'il y avait des violences policières aujourd'hui. Non, c'est l'inverse de la bienveillance et de la psychologie. Donc justement, dans la suprématie, un bourreau-victime. Voilà, bourreau-victime, loi de la jungle, loi du plus fort, ils imposent leur autorité par la force. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, si ce n'est... Pour l'émancipation, non pas contre la police, mais pour l'émancipation du peuple, tout simplement. Ouais, y compris le peuple policier. Y compris pour l'émanciper de cette violence qu'on lui fait faire et auquel on l'entraîne. L'émancipation, c'est un mot hyper important. Les anarchistes, normalement, sont dans une mouvance d'ailleurs non violente à la base. Et les Black Blocs, pour moi, ne représentent pas du tout la vraie mouvance anarchiste qui a été créée à l'époque. Parce que la violence asservit et empêche l'émancipation. Clairement, c'est la loi de la jungle. Parce que je disais, j'ai l'impression que ça tourne en rond, et je me dis, j'ai une idée de comment faire que ça ne tourne plus en rond. Pour moi, ce qui sauverait vraiment le mouvement, c'est de réussir à faire des grandes manifs, tous ensemble déjà, mais avec suffisamment de moyens pour mettre en place de la créativité dans les cortèges à une grande échelle, quoi. C'est-à-dire que justement qu'on ait des grands chars. Il n'y a pas plus subversif qu'un carnaval, et ça, pour le coup, porter la joie, se servir de la joie et de sentiments universels mais positifs pour emmener les gens avec nous, porter nos idées, diffuser. Donc faire un char géant, on aurait les moyens d'avoir des moyens si on se coordonnait, et faire des belles et grandes manifs pacifiques mais massives, des banquets géants, des banquets révolutionnaires pacifiques, organiser des votations géantes. Évolutionnaires aussi, rêves évolutionnaires, et diffuser nos idées qui donneraient du biscuit aux médias,
Parce que eux, ils attendraient que ça, de filmer des choses spectaculaires, des choses et qui seraient pas du tout dans un truc, voilà, de la violence. C'est-à-dire qu'il y a un esprit un peu négatif en fait qui plombe un peu le mouvement. Ouais, tout ce qui plombe aujourd'hui, c'est les guerres fratricides, c'est l'esprit victimisant, victimaire, de la confrontation systématique aux forces de l'ordre, d'être toujours à dénoncer la répression, au lieu de prendre à contre-pied tout ça. Pourquoi pas utiliser les outils du cirque, un chapiteau géant avec une votation géante, organiser des ateliers citoyens géants où on fait venir les gens et on leur dit voilà maintenant c'est nous qui écrivons un article de loi pour écrire le RIC et tout le monde vient et on se met des milliers et on pourrait, si on développait correctement les choses avec des vrais moyens, on voulait faire un stade citoyen dans le Stade de France. Et on avait porté le projet à la direction du Stade de France. J'étais allée moi-même avec l'équipe, on était 3-4 à avoir été expliquer tout notre projet au Stade de France, et ils acceptaient le projet. C'est-à-dire qu'on voit que les choses peuvent être possibles quand on met le... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est pas fait du coup? Ça s'est pas fait parce que c'était gigantesque, qu'on n'avait pas assez de ressources humaines compétentes, on va dire. On pourrait aussi investir, j'aimerais bien qu'on fasse des assemblées dans les arènes de Lutèce à Paris. Il faudrait que les Gilets jaunes soient un réseau d'entraide. Ouais, voilà, un réseau d'entraide aux initiatives. C'est vraiment ce qui manque. Ouais, et qu'il y ait une charte en fait de fonctionnement qui dise que toute idée est bonne, toute idée doit être soutenue à partir du moment où elle a des gens qui y adhèrent, et ben qu'on laisse faire et puis qu'on n'aille pas descendre les idées des uns et des autres, quoi. Qu'on aille vers quelque chose de créatif, de lumineux. Hein, on est lumineux comme le gilet, voilà, le gilet c'est high visibility, haute visibilité, il faut qu'on soit visible et les artistes, les outsiders, les créatifs, on a tous notre particularité. On lâche rien. Pierre, peux-tu nous expliquer que les Nuits debout est passé dans les Gilets jaunes, tous les effectifs en fait. Oui, les citoyens et citoyennes qui travaillaient jour et nuit à Nuit debout sont majoritairement dans les effectifs Gilets jaunes. Alors les effectifs de la place de la République ont essaimé dans les divers comités Gilets jaunes, et ce qui fait qu'il semblerait que Nuit debout ait disparu. Mais l'émergence Gilets jaunes vient de l'émergence Nuit debout. C'est une émergence qui avait sa suite naturelle chez les Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes regroupent infiniment plus de monde que les effectifs de Nuit debout, même en région parisienne. Ce qui fait que le cœur des structures de pensée et de pratique de Nuit debout se retrouve chez les Gilets jaunes. Alors de temps à autre, il y a des surgissements de Nuit debout, mais comme les formes subsistantes sont et du pop et la galerie d'art debout, qui continuent à s'exprimer et à tendre des câbles, des fils, des ficelles, place de la République, surtout le week-end. La première ficelle était un peu rouge et incolore. Le jour du décrochage, j'enlève les toiles et je me retrouve avec 5 toiles de petit format comme ça et plusieurs mètres de ficelle qui reliaient les toiles l'une à l'autre dans un local. Et quand j'ai eu tout ça dans les mains, j'ai dit c'est curieux, mais cette ficelle, moi aujourd'hui là comme ça, je la vois plus importante que les toiles. Et donc j'ai décrété que c'était la ficelle qu'il fallait que je travaille. Et puis je dis à Ben, écoute, le film c'est un travail collectif, moi je voudrais une touche personnelle. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, moi je voudrais accrocher une ficelle chez Marcel Strauch. Je ne sais pas si vous connaissez la galerie Strauch. Alors, Ben me dit d'accord. Donc moi j'étais en Haute-Vienne, à 400 bornes de Paris, je me prépare une ficelle, avec 2 nœuds au bout. Les concepts qui ont vu la naissance de Nuit debout sont les mêmes
que ceux qui ont vu la naissance des Gilets jaunes. Et les conditions d'apparition de ces mouvements on peut en faire une analyse théorique, ce qui n'abîme en rien les pratiques. Parce qu'on peut considérer que les acteurs de Nuit debout, comme les acteurs de Gilets jaunes, n'ont jamais lu une ligne des ouvrages théorisant la pensée complexe. De même qu'avant Marx, il y avait des grèves qui n'avaient jamais lu Marx, vu qu'il est venu un siècle plus tard. Et donc, ce qui caractérise les moments d'aujourd'hui, notamment chez les Gilets jaunes, puisque moi je suis Gilet jaune, je travaille Gilet jaune, je dis que je suis toujours Nuit debout, les effectifs avec qui je travaille se revendiquent Gilets jaunes. Mais c'est un foisonnement d'idées qui sont conjointes de pratiques. C'est-à-dire il y a rarement une idée sans pratique et une pratique sans idée. Ou alors il y a l'air de surgir des pratiques a priori sans théorie. Alors moi je pense que là-dessus il faut travailler quand même la question de la théorie. Comment sortir d'un chaos social